Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition du Max de Recherche où nous avons le plaisir de recevoir Céline Elbert, enseignante-chercheuse en mathématiques appliquées. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu votre activité, votre spécialité, en quoi ça consiste exactement ? Alors, donc effectivement, je suis enseignante-chercheuse au sein du laboratoire, donc l'Institut Camille Jordan à Lyon, en mathématiques. Et donc, plus spécifiquement dans les mathématiques appliquées, il y a plein de sous-disciplines. Donc moi, je fais de la statistique et plus particulièrement de la statistique appliquée à des problématiques industrielles. Donc, par exemple, est-ce que j'ai une petite hélice. Donc ma thématique de recherche, elle rentre dans ce qu'on peut appeler la quantification des incertitudes. Donc c'est un grand thème grande discipline en fait en France. Et par exemple, on cherche à optimiser les hélices comme ça d'une machine tournante. Pour faire ça, en fait, on va pas, les industriels, quand ils viennent travailler avec nous, ou quand ils ont ces problèmes-là, ce type de problème-là auquel ils cherchent une réponse, ils vont pas construire plein de machines tournantes différentes et puis regarder laquelle fonctionne le mieux, c'est-à-dire a le meilleur rendement, par exemple, avec le meilleur couple associé. Ils vont en fait faire appel à un modèle numérique. Voilà. Donc ils vont remplacer l'expérience physique de soufflerie de ces machines par un modèle numérique et donc ensuite ils vont travailler avec ce modèle numérique pour essayer d'optimiser les paramètres du modèle numérique qui vont permettre d'avoir la meilleure machine à la fin. Mais ces modèles numériques, en général, en fait, comme ils représentent des physiques complexes, donc il n'y a pas que des modèles numériques pour la mécanique des fluides, on a des modèles numériques, par exemple, pour aussi le transfert de polluants dans les sols, des modèles numériques pour des simulations climatiques, des projections climatiques, des modèles numériques pour simuler des inondations. Tous ces modèles numériques, en fait, comme ils représentent des physiques complexes, en fait, ils sont lourds et coûteux en temps calcul. Et donc, moi, j'interviens à ce niveau-là. On essaye de remplacer le modèle numérique coûteux en temps calcul par, en fait, un modèle statistique appris, comme par exemple un modèle de base, la régression linéaire, voilà. Donc on va sur quelques simulations numériques bien choisies, on va venir remplacer en fait le modèle numérique coûteux par un modèle statistique qu'on va chercher à prendre le mieux possible. Et après on va travailler, donc répondre à des problèmes par exemple de conception optimale via ce modèle statistique appris. Donc en fait la statistique, ce n'est pas que des pourcentages comme on entend souvent, ça c'est des stats, 20%, 30%. Non, la statistique c'est aussi de l'apprentissage en fait sur des choses un peu complexes. Donc ça c'est ma partie recherche. Et puis forcément je suis enseignante à Centrale Lyon et donc une grosse partie de mon activité consiste à donner des cours en école d'ingénieur. Voilà. Donc pour résumer rapidement mon activité de recherche Institut Camille Jordan et puis enseignement à Centrale Lyon. Vous avez parlé à plusieurs reprises de statistiques pour faire un peu le lien avec ce qu'on peut voir au collège, au lycée. Là, il y a vraiment une partie plus modélisation. C'est complètement ça. Plus que des pourcentages, des fréquences, etc. Complètement. On va venir modéliser, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de traduire le lien entre une quantité d'intérêt en sortie. Par exemple, si je reprends un exemple environnemental de pollution des eaux d'une rivière, donc on a une parcelle agricole. Cette parcelle agricole, elle va recevoir des intrants en termes de pesticides. Et lors d'un événement pluvieux, ces intrants en termes de pesticides vont ruisseler sur la parcelle agricole et venir contaminer les eaux des rivières. D'accord ? Donc nous, on s'intéresse en fait à une quantité d'intérêt qui est les polluants dans ces eaux des rivières. Et on va venir modéliser ces polluants dans les eaux des rivières en fonction des caractéristiques de la parcelle. Donc des caractéristiques de sol de la parcelle, des caractéristiques de végétation de la parcelle, la quantité de polluants qui a été déposée sur la parcelle, la pente de la parcelle, et puis la zone tampon
qui va servir, donc à l'heure actuelle, la réglementation impose une zone tampon entre la parcelle agricole et la rivière pour pouvoir faire l'office d'infiltration de polluants et donc absorber par le sol les polluants et pour éviter la contamination des zones des rivières. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je fais au quotidien, c'est d'essayer de faire un modèle entre des quantités d'intérêt, donc des polluants, et puis des paramètres d'entrée qui sont un certain nombre de descripteurs de la machine. Donc par exemple ici, on va essayer de modéliser en fait le rendement d'une machine, donc de cette hélice, en fonction de la taille des pales, de l'orientation des différents angles des pales, du nombre de pales, etc. Et on veut trouver un modèle qui correspond le mieux entre ces paramètres d'entrée et puis une sortie d'intérêt qui est le rendement de cette machine. Okay. Si on fait un focus un petit peu plus sur la recherche, oui. Comment ça se passe concrètement? Vous faites partie d'un laboratoire? Est-ce qu'il y a des sujets imposés? Est-ce que vous êtes libre de choisir vos sujets? Comment ça se passe un petit peu? Ah non, on est tout à fait libre en fait. Hein. D'accord. Donc, alors à un moment donné, on a quand même passé un concours qui est très exigeant. Voilà, donc on a été recruté en fait en tant qu'enseignant-chercheur. Donc on a été recruté en fait pour une composante enseignement, donc ici pour un établissement d'enseignement supérieur, ici c'est Central Lyon pour moi, et puis dans un laboratoire de recherche. Donc j'ai été recrutée sur une grosse thématique qui est la statistique. Et par contre, au sein de cette thématique, c'est au quotidien que je développe des nouveaux outils pour répondre à des nouvelles problématiques qui émergent. Et ça, je suis complètement libre de faire. C'est bien la force de la recherche en France, c'est qu'on est vraiment tout à fait libre d'avancer. Tant qu'on avance et tant qu'on produit des résultats, on est libre de le faire sur ce sur quoi on souhaite en fait. Alors ça se fait pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire que voilà, en général, on a quand même des sollicitations auxquelles on répond et ça oriente un petit peu notre recherche. Ok, et très concrètement, du coup, c'est du travail en équipe, c'est plutôt du travail de la recherche solitaire, est-ce que ça a évolué, comment ça se passe? Alors, personnellement, moi, je travaille qu'en collaboration. Mais ça dépend des gens, en fait. Il y a des chercheurs qui travaillent aussi, qui ont une activité en solitaire et qui vont... mais moi, je travaille qu'en collaboration parce que j'aime ça, parce que j'aime travailler avec d'autres personnes et puis je trouve que c'est beaucoup plus riche parce que du coup, on apprend des autres et puis voilà, c'est plus sympa. Mais du coup, les collaborations, elles peuvent être de différents types, on va dire. Il peut y avoir des collaborations académiques, donc entre différents laboratoires de recherche. Moi, principalement, mes collaborations, elles sont au travers de différents laboratoires de recherche français, mais certains collègues ont des collaborations à l'étranger, bien sûr. Et puis, des collaborations industrielles. Donc, moi, je travaille avec, par exemple, sur le site lyonnais, je travaille avec l'INRAE, donc les applications environnementales dont je vous parlais, c'est avec l'INRAE sur le site de Lyon. Et puis ça, là, c'est des collaborations que j'ai eues par le passé avec Valeo. D'accord. Voilà. Et à l'heure actuelle, donc juste pour vous dire, j'ai à l'heure actuelle 4 doctorants. Donc un doctorant qui travaille avec l'IFP Énergie Nouvelle, un doctorant qui travaille avec l'INRAE, un doctorant et 2 doctorants, un doctorant qui travaille avec Total Energy et un doctorant un deuxième doctorant qui travaille aussi avec IFP Énergie Nouvelle. Donc en fait, c'est des collaborations plutôt avec des acteurs du milieu socio-économique, quoi, des acteurs socio-économiques. Voilà. Donc en fait, il y a plein de collaborations possibles. Voilà. D'accord. Et sur l'organisation de la recherche, en fait, vous avez des activités d'enseignement à côté. Est-ce que c'est pendant toute l'année ou c'est pendant certaines périodes? Est-ce qu'il y a des semaines types? Est-ce qu'il y a des activités qui reviennent régulièrement? Comment ça se fait? En fait, ce qui est vraiment chouette dans ce métier, c'est que il n'y a pas de semaine type, il n'y a pas de journée type. C'est juste très varié et ça change tout le temps. Donc, je peux pas vraiment, je peux pas répondre à cette question sur une semaine type. Non, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a quand même notre activité d'enseignement qui est regroupée sur l'année académique. Donc, moi, mon activité d'enseignement, elle est quand même majoritairement au premier semestre et puis elle est un peu moindre sur le deuxième semestre, ce qui fait que j'ai plus de temps à partir du mois d'avril pour faire des conférences, me déplacer, justement monter des projets,
monter des écoles chercheurs et faire de la recherche, voilà. Et me déplacer, aller en conférence, écrire des articles, reviewer des thèses, donc faire de la relecture de travaux de thèse pour les collègues, participer donc à des jurys, voilà. Donc l'activité en recherche s'intensifie au printemps, quand l'activité académique, l'activité d'enseignement diminue. Mais ça ne veut pas dire que pendant toute l'année, de toute façon, chaque semaine, je dois encadrer mes doctorants. Ça, c'est le minimum, parce que je me suis engagée auprès d'eux pour les former. Donc, toutes les semaines, c'est évident que je vais avoir 2 heures de réunion par doctorant. Et ça, c'est chaque semaine. Donc ça, c'est un incontournable, voilà, de la semaine. Et puis toute la partie, premier semestre, je vais avoir chaque semaine entre 6 heures et 12-14 heures de cours, en fait. Voilà. Donc cette partie-là, cette période de l'année, premier semestre, elle est bien chargée, donc on a moins le temps d'aller chercher des nouvelles collaborations, répondre à des appels à projets pour trouver des financements, parce que la recherche, c'est aussi ça, hein, c'est aller à la recherche de financement. Voilà. Moins de temps aussi pour rapporter des thèses. Mais on le fait quand même. Il faut tout caser, donc on se débrouille. Mais en fait, c'est facile parce que comme ça plaît, c'est super intéressant. Quoi qu'il arrive, toutes les activités sont intéressantes dans le métier. Donc, en fait, on est sans cesse en train de se dire, mais voilà, quand arrive le week-end, le vendredi, on se dit vivement lundi, quoi, pour faire tout ce qu'on a à faire, en fait, parce que faut le faire et qu'on est content de le faire. Ouais. Justement, parfois, on entend que c'est compliqué de pouvoir concilier la recherche et l'enseignement. Est-ce qu'en termes de charge de travail, vous venez de l'évoquer, est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que vous pensez pas que c'est mieux de faire que l'un ou que l'autre, ou est-ce que finalement ça se rejoint complètement? Non, c'est vraiment super de faire les deux, en fait, parce que c'est pas du tout la même activité. En recherche, on va être dans de la création. Donc, avoir des idées, quoi. Et c'est ça qui est vraiment génial, de se dire, tiens, et si on faisait ça, il y a un problème qui a jamais été encore abordé, et puis on se dit, mais oui, on pourrait faire ça, 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 et en fait, ça ouvre un champ de possibles, et en fait, c'est la nouveauté au quotidien, quoi. Et donc, alors, c'est pas complètement vrai, là, dans le sens où c'est la nouveauté ponctuellement, et après, il y a un lourd travail de concrétisation de cette idée. Donc, quand on a eu des idées, après, il va falloir formaliser l'idée, la mettre en œuvre, l'analyser mathématiquement, la développer numériquement, voir si ça marche. En général, ça marche jamais du premier coup. Donc, en fait, c'est laborieux. Il y a quand même toute une activité laborieuse autour des mathématiques. Mais l'idée initiale, c'est vraiment génial, quoi, de se dire, tiens, et si on faisait ça, et paf, et du coup, c'est vraiment c'est vraiment génial. Alors après, l'enseignement, c'est aussi super parce qu'en fait, on est au contact des jeunes. Donc, il n'y a pas mieux pour, on forme les jeunes, et en fait, on se retrouve en plus derrière avec des jeunes qui reviennent vers vous en vous disant c'est super ce qu'on a appris cette année, c'est exactement ce que l'entreprise m'a demandé dans le recrutement, dans l'entretien de recrutement que j'ai eu pour tel stage, ils m'ont demandé exactement ce dont vous nous avez parlé. Donc voilà, donc en fait on se sent utile vraiment. Puis on voit une différence entre les étudiants qui arrivent en première année ici à l'école et puis ceux qui sortent en troisième année. Il y a vraiment une progression nette, en fait, une maturité de la réflexion scientifique. Et donc ça c'est grâce à tous les enseignants de l'école. Et donc c'est très sympa. La formation des jeunes, vraiment, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, donc en fait c'est un métier varié. Donc je pense qu'on peut difficilement ne pas aimer ce métier. Par contre, effectivement, c'est dur parce qu'on des fois on se dit quand on a trop de choses à faire, par exemple, trop de choses en recherche, on a 2 rapports de thèse à faire, donc ça veut dire 2 thèses à relire consciencieusement pour faire un rapport pour attester que le travail est suffisant pour soutenir. Donc on a ça, on a un article qu'on est en train d'écrire, de finaliser avec un doctorant. Voilà, on a plein de choses à faire en recherche, et puis 10 heures ou 12 heures de cours dans la semaine. Des fois on court après le temps.
Des fois, c'est un peu tendu. Et on arrive à essayer de faire au plus vite. Et donc ça, pour le coup, c'est un peu gênant. Alors, de faire au plus vite, souvent, malheureusement, c'est quand même souvent voilà. Enfin, on est obligé de faire des compromis, quoi. Donc, il peut se trouver qu'on arrive en TD en ayant travaillé au plus vite le sujet du TD la veille. Et voilà, donc bon. Donc des fois, il y a un sentiment effectivement qui est un peu désagréable de devoir faire vite les choses. Voilà. Donc il faut trouver le bon curseur parce que finalement en recherche, en enseignement, on a notre service d'enseignement. Donc ça, on sait, c'est chaque année pareil, on a 200 heures à faire d'enseignement. Voilà. Alors on peut en faire plus parce que souvent on est sollicité par les élèves et c'est difficile de dire non pour encadrer des projets, etc. Donc souvent on dépasse, mais voilà, on a nos 200 heures à faire. En recherche, c'est nous qui mettons, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est à nous de trouver les collaborations, les sujets de recherche, les financements, etc. Donc on peut essayer de ralentir un moment, à certaines périodes, de dire voilà, c'est un peu trop. Je dis non. On me sollicite pour être directrice de tel sujet de thèse, je suis obligée de dire non. On me sollicite pour reviewer tel et tel article, je suis obligée de dire non. Parce que c'est matériellement pas possible. Je vais pas trouver le temps dans la semaine de le faire, quoi. Ou le temps dans les mois à venir de le faire. Donc en fait, il faut savoir dire non. Malheureusement, c'est embêtant parce qu'en fait, à chaque fois, c'est hyper intéressant. Donc, mais voilà. Donc oui, c'est une vraie question que vous posez. C'est-à-dire une réelle difficulté à organiser son temps de travail pour pas se laisser déborder. Donc en fait, l'inconvénient principal du métier, c'est le manque de temps pour faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Okay. Exactement. Alors après, la recherche est quand même une activité qui est exigeante. Voilà. Donc c'est une activité passionnante. Maintenant, c'est quand même exigeant. Là, j'étais en conférence toute la semaine dernière. Tiens, j'ai l'affiche ici, là, à la conférence SAMO. En fait, en conférence, c'est vraiment super parce que c'est là qu'on prend le pouls de tout ce qui se passe, toutes les actualités de notre domaine de recherche. Et puis, c'est là aussi qu'on se rend compte de l'immensité des choses qui sont produites et de l'immensité des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, la recherche, c'est toujours il faut vraiment avoir toujours l'énergie de rester au goût du jour, de rester au courant des différents travaux qui sortent. Faut jamais lâcher en fait, parce que ça va très très vite. Voilà, donc c'est très exigeant. Donc pour le coup, c'est fatigant. Voilà, comme toute activité qui nécessite beaucoup d'implication, beaucoup d'investissement. C'est pas forcément facile, mais c'est passionnant, donc ça compense en fait l'énergie qu'il faut développer pour rester sur la route. Avec toute la description que vous venez de faire du métier, je pense que ça a donné peut-être envie à certaines personnes de se lancer dans l'aventure. Comment vous avez fait pour être enseignante chercheuse et quelles études du coup vous avez fait pour avoir ce poste? Alors comment dire, moi je voulais pas du tout faire ça. J'ai fait une école d'ingénieur. Donc j'ai fait les mines de Saint-Étienne et puis à la base je voulais vraiment faire ingénieur, donc je voulais contribuer côté entreprise à la société, donc travailler, participer à des projets dans des entreprises côté ingénierie. Donc c'était vraiment ça qui m'attirait et je voulais vraiment surtout pas faire de la recherche. Voilà. Et puis il se trouve que la vie est ainsi faite que voilà, ça se passe jamais comme on a dit que ça allait se passer. Et en fait, en découvrant les mathématiques appliquées à l'école des mines de Saint-Étienne, j'ai vraiment découvert une passion, enfin une envie pour faire plus de maths. Et en fait, les 3 années d'école sont passées tellement vite que j'ai juste eu le temps de découvrir les outils de modélisation statistique, les sophistiqué, mais juste un tout petit peu en dernière année. Et je me suis dit, c'était juste pas possible. Je commençais à me faire plaisir et j'avais encore envie d'apprendre en fait. Je dis, c'est pas bon, je peux pas m'arrêter 23 ans, m'arrêter d'apprendre. Donc je me suis dit, bon, je continue en thèse, je fais juste une thèse et puis après je retournerai en entreprise. De toute façon, j'ai mon diplôme d'ingénieur, donc voilà, je retournerai en entreprise. Je fais juste une thèse, juste pour continuer à apprendre. Et puis là, ce qui m'a
foutu dedans, pardon, entre guillemets, par rapport au métier, c'est que j'ai découvert l'enseignement. Et là, j'ai découvert un métier qui était passionnant, qui était celui de l'enseignement et de la recherche, c'est-à-dire faire de la recherche et en même temps enseigner. Et là, vraiment, l'enseignement, j'ai adoré. Adorer être au contact des jeunes, essayer de transmettre tout ce que je pouvais transmettre dans l'interaction, et puis bon voilà, savoir dire bah non mais je sais pas, mais on va chercher ensemble, etc. Et ça m'a vraiment plu. Et là je me suis dit bon bah, je sais ce que je veux faire maintenant en fait. Tant pis pour l'entreprise, et j'essaierai de travailler en recherche, mais en contact avec les entreprises pour travailler sur des problématiques liées quand même à des problèmes réels et des questions d'actualité par rapport aux entreprises, mais côté académique. Donc là, après, c'est un chemin difficile qui s'annonce parce que une fois qu'on a sa thèse en poche, c'est là que ça commence en fait, parce que les concours sont difficiles, concours d'enseignants-chercheurs, et donc en général, moi j'ai fait 4 années de précaire entre guillemets, donc 4 années de post-doc. Donc c'est des années post-doctorat où on est sur des contrats d'1 an, donc sur différents projets de recherche. Donc on est financé par des projets courts où on peut continuer à gagner en compétences et puis continuer à valoriser son travail de recherche par des articles, et puis afin d'avoir un dossier en fait suffisant pour postuler à des postes de maître de conférence, et puis finalement être sélectionné sur les concours de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, qui sont très exigeants. Et les concours dont vous parlez, c'est quoi? C'est comme l'agrégation? C'est écrit? C'est juste le dossier? Alors ouais, un concours, des concours de maître de conférence. Alors il y a différents types de concours quand on veut faire de la recherche. Donc il y a, on va dire, je simplifie. Donc vous avez 3, on va dire. Soit la recherche, il n'y a pas l'enseignement, de la recherche dans les instituts publics, donc du type INRAE, INRIA, IFREMER. Donc là, ça va être, ils vont recruter avec des concours, mais uniquement sur la partie recherche. Ensuite, vous avez des concours recherche au CNRS. Donc là, c'est aussi uniquement sur la partie recherche. Et quand on veut faire de la recherche et de l'enseignement, du coup, ce sont des concours de maître de conférence. Et là, pour le coup, effectivement, les concours, il y a une sélection donc sur dossier dans un premier temps, et puis après une audition à l'oral d'une 30-40 minutes où on présente son parcours, et puis surtout on présente son projet de recherche et son projet d'intégration dans l'établissement, voilà. Et puis après il y a une discussion avec un jury composé d'une quinzaine de professeurs d'université et de maîtres de conférences et de chargés de recherche même. Et donc après c'est le jeu d'un concours. Donc c'est un concours, ce n'est pas un diplôme, c'est un concours en fait. Donc là tous les dossiers sont mis en concurrence, et puis pour les besoins d'un poste donné, le laboratoire associé avec l'établissement d'enseignement supérieur va sélectionner le meilleur candidat. Voilà. Donc moi j'ai passé ces concours. Je les ai passés d'abord à Grenoble. J'étais donc pendant 3 ans, j'ai travaillé à l'IUT de sciences des données. Maintenant à l'époque c'était IUT STID, mais maintenant c'est sciences des données à Grenoble pendant 3 ans, au laboratoire Jean Kunzmann, laboratoire de mathématiques appliquées à Grenoble. Et puis ensuite je suis venue, j'ai postulé, j'ai de nouveau repassé les concours parce que je voulais revenir sur Lyon. Donc j'ai de nouveau fait le concours pour le concours de Centrale Lyon, et j'ai été donc recrutée en 2012 à l'école centrale de Lyon. Voilà, sur un poste de maîtresse de conférence. La suite, ce serait donc, j'ai passé un diplôme entre-temps, en 2019, un diplôme qui s'appelle habilitation à diriger des recherches, et ce diplôme me permet maintenant de passer un autre concours pour passer professeur des universités. Donc en fait, on a j'avais arrêté là, mais on a deux niveaux en fait d'enseignants-chercheurs. On a le premier niveau, c'est maître ou maîtresse de conférence, et puis le deuxième niveau, c'est professeur des universités, qui est plus reconnu, et à chaque fois, il y a un concours pour changer de grade. Okay. À plusieurs reprises, vous avez parlé de contribution à la société ou de
par rapport notamment au lien du métier d'ingénieur. Oui. Est-ce que pour vous, le chercheur aujourd'hui, il a un rôle spécifique à jouer dans la société? Ah, tout à fait. Et lequel? Ou lesquels? Oui, oui. Alors après, moi je suis sur une thématique qui est applicative. Donc c'est facile pour moi de voir directement un impact en fait de mon travail de recherche par rapport à des problématiques concrètes industrielles ou sociétales. Mais certains chercheurs, en fait, par exemple en mathématiques fondamentales, ceux qui travaillent sur la théorie des nombres, ne voient pas une application directe, en fait. Mais pour autant, la recherche, c'est le dynamisme d'un pays, c'est l'innovation d'un pays, c'est pour moi, c'est hyper important que la recherche soit forte dans un pays, puisque après, ça va comment dire, se répercuter, n'importe quel type de recherche va se répercuter après sur de plus ou moins long terme dans la société. Et c'est ce qui fait avancer la société. C'est de réfléchir, de comprendre des nouvelles choses, d'aller toujours au-delà des connaissances actuelles. Et pour moi, c'est hyper important, mais c'est biaisé puisque c'est mon métier. Donc je pourrais difficilement dire autre chose. Après, il y a des politiques qui sont plus ou moins favorables au développement de la recherche dans les pays. On voit ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. Donc ça fait très très peur, très 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 peur. Mais voilà, pour le moment en France, bon, il y a certaines coupes budgétaires ces dernières années, mais on arrive quand même à maintenir une activité de recherche. Comme je disais tout à l'heure, on est obligé aussi d'aller chercher des financements auprès des partenaires industriels parce que au niveau des ministères, on n'a pas toujours les financements suffisants pour pouvoir faire notre travail. Mais bon, globalement, on arrive à faire quand même. Donc, parfois, c'est pas trop dur justement sur l'aspect par exemple environnemental quand on est financé par des entreprises privées qui peuvent avoir des intérêts à développer ou maintenir certaines technologies. Est-ce que parfois le chercheur il est un petit peu bloqué entre ces Alors c'est une très bonne question. J'ai jamais été confrontée à un dilemme. Mais on n'a pas le droit d'être financé. De toute façon, on n'est jamais financé directement par les industriels. Jamais, jamais, jamais. C'est notre recherche éventuellement. Par exemple, le partenaire industriel va nous proposer un financement d'une thèse pendant 3 ans. Donc ça va nous permettre d'accueillir un doctorant pendant 3 ans sans avoir à trouver le salaire du doctorant. Donc ça c'est énorme. Mais nous on n'est pas du tout financé, on est libre en fait. On n'est pas financé par l'entreprise. Donc on se doit de conduire une recherche éthique et complètement libre et voilà, sans conflit d'intérêt, voilà. Donc moi j'ai jamais été confrontée, mais après on peut quand même, comme je vous le disais, au niveau de la recherche, on peut l'orienter puisque c'est nous qui décidons sur quel projet on va travailler. On peut décider de l'orienter plus ou moins. Donc moi étant ingénieur à la base, naturellement, j'ai commencé par travailler sur des problématiques très industrielles, très tournées vers l'entreprise. Et puis, ces derniers temps, j'ai souhaité m'orienter de plus en plus vers les questions climatiques, les questions environnementales, voilà, je trouve que c'est un peu, voilà, j'avais envie de contribuer aussi sur ces questions-là, d'où mon rapprochement avec l'INRAE. Et puis là, j'ai réussi à obtenir un financement de l'Institut mathématique pour la planète Terre, où on va travailler avec un laboratoire à Grenoble sur les projections climatiques. Donc les différents modèles climatiques, en fait, ils disent pas tous la même chose et ils sont entachés de beaucoup d'incertitudes. Et donc là, l'idée, c'est de modéliser, d'agréger en fait toutes ces prévisions de ces différents modèles pour pouvoir justement réduire les incertitudes de prédiction, de projection climatique en fait. Donc voilà, si j'ai décidé de faire ça, j'ai dû dire non à un moment donné à un autre projet, voilà, ce qui permet de déplacer mon centre d'activité un petit peu plus récemment sur des thématiques actuelles côté environnement, quoi. Voilà. Ok. Puis un autre enjeu que je voulais aborder avec vous, c'est la place des femmes dans la recherche. Oui. Puisque
J'ai l'impression que ça a un petit peu peut-être bougé ces dernières années, ou en tout cas à une échelle je veux dire un peu plus longue que le court terme. Est-ce que vous avez constaté cette évolution de représentation aussi des femmes en sciences et en particulier dans la recherche? Alors en sciences, en mathématiques, on a toujours énormément de mal à promouvoir les mathématiques auprès des jeunes filles. Et ça se mécaniquement, ça va se retrouver en recherche. Et alors du coup, notre objectif au sein de Centrale Lyon, par exemple, je participe aux Cordées de la réussite. Donc les Cordées de la réussite, c'est pour promouvoir les sciences auprès d'un public qui en est un peu éloigné. Donc on est donc à Centrale Lyon, on est en cordée avec des lycées qui sont dans des zones un petit peu reculées. Donc soit rurales, soit dans des zones zones défavorisées de la région, de l'agglomération lyonnaise. Et donc on veut limiter l'autocensure. Donc limiter l'autocensure des filles notamment dans ces zones-là, et puis promouvoir l'accès aux études supérieures à tout type d'élèves qui s'en sentent un petit peu détachés ou qui sentent qu'ils n'auraient pas leur place dans l'enseignement, dans les études supérieures en sciences. Mais la question des filles est très importante. Et donc au sein de ces cordées de la réussite, on essaye de mettre en place des stages typiquement féminins pour montrer, par exemple là, on a permis à 3 jeunes filles du lycée de la Duchère d'accéder à un stage proposé par la MMI en intelligence artificielle. Donc 2 jours de stage de maths intensive uniquement destinés aux filles. Et en fait, il y a des études qui montrent que quand les filles sont pas en contact avec les garçons, en fait, elles se sentent mieux, elles se sentent moins, elles ont moins d'autocensure, elles participent mieux et elles réussissent mieux que quand il y a les garçons qui prennent beaucoup de place. Et du coup, il y a tout un travail à faire pour limiter l'autocensure des filles. Donc ça, c'est un travail à faire en amont pour dire aux jeunes filles lycéennes, vous avez votre place en sciences. Et vous avez votre place en classe préparatoire pour faire les meilleures études par la suite. Accéder aux ENS pour aller faire de la recherche, accéder aux meilleures écoles d'ingénieurs pour avoir des postes de responsabilité en entreprise et pouvoir participer aux décisions de la société. Voilà. Donc ça, effectivement, oui, on a, en tant que enseignante-chercheuse, moi, je sens que j'ai un rôle à jouer sur cette partie-là. Alors après, nous, on ne peut que constater que parmi les doctorantes, il y a 20-25% de doctorantes en maths, donc on va jamais réussir à recruter sur des postes de maître de conférence. Plus que ça, quoi. Même si on essaye d'être très, très vigilant. Et donc, par exemple, sur les comités de sélection, donc ce dont je parlais, les concours d'accès au poste de maître de conférence, c'est très important en amont de concours, de veiller à ce que les statistiques de genre soient respectées entre la quantité de candidatures féminines qu'on a reçues et la quantité de candidates qu'on auditionne à l'oral. Voilà, on essaye de toujours faire en sorte que ces quotas soient, pas des quotas, des statistiques soient respectées en fait entre l'amont du concours et l'aval du concours. Voilà, pour essayer de limiter les biais. Voilà, et on nous projette des vidéos pour qu'on soit sensibilisé à ces biais de genre et qu'on puisse, qu'on soit le moins assujettis à ces problèmes en fait de décision. Malgré nous, hein. Enfin honnêtement, c'est inconscient. Hein. On favorise les garçons inconsciemment. C'est quand même, terrible, incroyable. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je pense que ce que vous avez raconté, j'espère contribuera à donner envie à tout le monde et en particulier aux filles de faire ce métier, de devenir enseignante-chercheuse. Et que je suis certain que cette interview aura un impact pour les jeunes qui vont probablement regarder cette vidéo. Donc je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Avec plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très vite sur le Max de Culture.